et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et c'est toujours avec un grand plaisir que je retrouve sur le plateau Henri Chabadel, responsable des investissements chez BlackRock pour la France. Bonjour Henri. Bonjour Laurent. Allez, on se retrouve en cette fin de mois de juin pour les perspectives économiques du second semestre avec vous Henri. Et il faut qu'on commence par notre feuilleton, notre série américaine préférée, la Fed et la baisse des taux. Il y a plein d'épisodes dans cette série, des rebondissements. Et puis tiens, on n'aurait pas eu un changement de scénario en cours de route. Voilà donc que la Banque centrale ne serait plus si pressée de baisser ses taux. Elle prend son temps, la Fed, parce qu'encore une fois, l'économie américaine va bien, et l'inflation aussi. C'est quelque chose que vous aviez anticipé, ça, Henri ? Oui, en fait, c'était même notre scénario central. C'est ça, hein, totalement transparent. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une Fed qui, pour le coup, n'a pas dévié de son discours initial, qui est de dire on va être data dépendant. Data dépendante. On va se laisser guider par les données. Et tout au long du premier semestre, il y a eu deux types de données auxquelles la Fed a été très attentive. Premièrement, les données sur l'emploi. Ça, c'est un peu le baromètre du niveau de l'activité de l'économie américaine. Et de ce point de vue-là, l'économie américaine, elle va bien, elle va très bien, elle va même peut-être trop bien, merci pour elle. C'était, quand il y avait trop de création d'emplois, presque on s'inquiétait parce qu'on se dit « Ah mince, il y a trop d'emplois qui sont créés, donc la Fed ne va pas baisser ses taux. » Surtout qu'il y a une forme d'enchaînement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une économie américaine en moyenne qui crée entre 250 000 et 300 000 emplois par mois. Historiquement, l'économie américaine, quand elle tourne à son niveau potentiel, c'est autour de 180-200 000 emplois par mois. Donc on est très significativement au-dessus. Forcément, quand on a une économie américaine qui tourne vite, ça crée des tensions sur le marché de l'emploi. Ça veut dire de l'inflation salariale. Et cette inflation salariale, on l'observe, même si elle n'est pas excessive, on est quand même à peu près à 5% de croissance des salaires aux États-Unis en glissement annuel. 5% pour une banque centrale qui a une cible d'inflation à 2%, ça fait quand même un peu beaucoup. Il y en a beaucoup. Et donc, soit vous avez 3% de gain de productivité, ce qui permet d'atterrir à 2% globalement d'inflation dans le système, soit vous ne les avez pas tout à fait, et il faut bien voir qu'il y a évidemment des gains de productivité aux États-Unis, mais ils ne sont pas uniformément répartis dans l'économie. Vous avez des secteurs, notamment des services, qui ont moins de gains de productivité que d'autres. Et donc dans cette configuration-là, on a vu l'inflation, ça c'est la deuxième série de données que la Fed a regardée, on a vu l'inflation commencer à baisser, et puis cette baisse caler, voire donner des signes de rebond. Et là, ça a été un vrai sujet d'inquiétude. D'ailleurs, on a vu les marchés consolider en avril. Tout simplement parce qu'ils ont eu l'impression que la baisse tendancielle de l'inflation était terminée et que l'inflation allait désormais se stabiliser, voire repartir légèrement à la hausse, et que la Fed allait devoir revenir en arrière sur son discours. Les marchés ont démarré l'année en anticipant 6 à 7 baisses de taux directeurs en 2024. Ça semble déjà loin. Hein. Voilà. Nous, on avait dit impossible, totalement impossible. On en aura peut-être eu 2, allez, 2 si on est positif, mais ça n'ira pas au-delà. En avril, le consensus était complètement retourné. C'était plus de baisse de taux, voire une hausse de taux. Incroyable. Donc là-dessus, on a regardé le consensus, on a dit à nouveau, on n'est pas d'accord. On est resté sur notre scénario central. Désormais, le consensus, sur la base du discours de la Fed et des derniers chiffres d'inflation, est plutôt aligné avec notre scénario central, c'est-à-dire 1 à 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Et la bonne nouvelle, c'est que la Fed a dit, il y aura certes des élections américaines, mais mon calendrier de baisse de taux sera indépendant des élections américaines. Je ne vais pas me contraindre avec les élections américaines pour baisser mes taux très nettement avant ou après. Je peux baisser mes taux en septembre, en octobre, en novembre. Je les baisserai. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça de piloter la politique monétaire. Je ne vais pas me rajouter une contrainte. Et si la Fed le précise, c'est parce qu'on a entendu justement, enfin en tout cas j'ai lu moi dans beaucoup de commentateurs que oui peut-être les élections allaient modifier ou en tout cas la forcer à modifier sa décision de baisser taux. Là c'est démenti. Ça a été clarifié dans le courant du premier semestre. C'était d'ailleurs quelque chose qu'on avait nous-mêmes sur notre agenda. On avait dit attention, la fenêtre va vite se refermer pour une possible baisse de taux. Ce sera juin, juillet ou alors il faudra attendre décembre. Et en fait la Fed au vu des données, à la fois des données sur le marché de l'emploi et des données d'inflation, a écarté la problématique de l'inflation en disant voilà, on restera très pragmatique et on baissera les taux si nécessaire, quand ce sera nécessaire. Bon, pragmatisme en Europe, c'est aussi peut-être le pragmatisme, parce que le mouvement est lancé pour la BCE. Là sans surprise, elle avait assez clairement pavé le chemin. 1/4 de point en juin, premier assouplissement depuis 2019 quand même, il faut le rappeler. Est-ce que, là aussi, tempo et intensité sont les bons pour vous ? Oui, alors c'était même amusant puisqu'on avait le gouverneur de la Banque de France qui avait dit on aura une baisse de taux au printemps. Comme le printemps traditionnellement se termine le 21 juin,
tout le monde avait compris qu'on aurait une baisse de taux en juin et on l'a eu finalement. Donc pas de surprise, c'était vraiment bien. Même si le temps nous est pensé à l'automne, au Oui, moins, voilà. les saisons étaient respectées pour la BCE. Exactement. Donc on a eu cette première baisse de taux. Immédiatement, les marchés se sont projetés sur la suite pour savoir quel allait être le rythme de baisse de taux additionnelle. Est-ce qu'on allait en avoir d'autres? Est-ce que les baisses allaient être rapprochées? On a même certains acteurs de marché qui ont anticipé 2 baisses de taux consécutives, une en juin, une en juillet. Nous, on n'était pas trop sur ce scénario, même si globalement, on voit bien que la BCE devait engager son cycle de baisse de taux le plus vite possible, tout simplement parce qu'on parlait tout à l'heure de dépendance aux données. Les données de croissance en zone euro sont quand même de bien moins bonne facture que ce qu'on observe aux États-Unis. Si vous regardez sur on en est où, Henri, d'ailleurs? On est en récession, pseudo-récession, très, très faible croissance. Alors, si vous regardez la zone euro dans son ensemble, on a flirté autour de 0 tout au long de l'année dernière. On a eu une bonne surprise au premier trimestre et on va voir ce que nous réserve le deuxième trimestre. Mais évidemment, si on essaie de reprendre un petit peu de recul et de regarder sur 4 trimestres, 6 trimestres consécutifs, on est quand même sur un niveau de croissance qui est très largement en dessous du potentiel de croissance de la zone euro. Donc quand vous avez un niveau de croissance qui est en dessous du potentiel, il est très rare d'avoir une inflation endogène. Vous pouvez avoir un peu d'inflation qui arrive de l'extérieur, mais le système en tant que tel, avec un marché de l'emploi qui en plus n'est pas tout à fait dans une situation aussi tendue qu'aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir de trop grosses pressions inflationnistes. Donc la BCE a effectivement initié son cycle de baisse de taux. Elle va pouvoir le poursuivre d'ici la fin de l'année. Je pense que le consensus anticipe une nouvelle baisse de taux d'ici la fin de l'année. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on aura à peu près aujourd'hui, selon le consensus, le même nombre de baisses des deux côtés de l'Atlantique. La question étant, ce qui est à peu près certain du côté de la zone euro, effectivement 1 à 2 baisses de taux, est-ce qu'on l'aura vraiment aux États-Unis? Parce qu'aux États-Unis, finalement, l'histoire, c'est qu'on n'a pas arrêté de décaler la date des baisses. Et finalement... C'était juin aussi, non, au départ? Peut-être même plus tôt. C'était juin aussi. Maintenant, c'est, on va dire, aligné avec notre scénario central, c'est à la fin d'année. Mais surtout, il y a beaucoup d'anticipation de baisses supplémentaires en 2025. Et là encore, on est un peu en divergence par rapport au consensus. Parce que ce qu'on observe, et c'est vrai en particulier aux États-Unis, ça commence aussi à être un peu vrai en zone euro, c'est que l'inflation tendanciellement baisse, mais elle ne baisse pas suffisamment pour rejoindre le niveau cible des banquiers centraux, 2%. Elle va s'en reprocher plus en zone euro qu'aux États-Unis, parce qu'il y a moins d'inflation endogène. Mais concrètement, et ça c'était une autre thèse de BlackRock, c'est-à-dire on est désormais dans un environnement où il y a naturellement plus d'inflation. Donc là où avant on pouvait piloter un système avec 2% d'inflation, désormais on va être plutôt plus près de 2,5 que de 2. Et donc, il va falloir que les banquiers centraux apprennent à vivre avec et que les investisseurs apprennent à vivre avec. Surtout en zone euro où, à un moment, l'objectif de 2 était même extrêmement ambitieux puisqu'on était avec... On était plutôt à 1,5. Voilà. Et quand on était à 1,8, on était content. Donc là, on est de l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir, une question que je voulais vous poser aussi. Vous allez dire, c'est ma marotte, mais je suis stupéfait à chaque fois que c'est disparu de l'actualité économique presque. C'est la situation de la Chine. D'un côté, on a une croissance plutôt meilleure qu'attendue. On avait plus 5,3 au premier trimestre. De l'autre, cette impression tenace qu'on peut avoir que y a des secteurs qui restent faibles, qui sont compliqués. Je pense à l'immobilier. On a l'impression aussi d'un vrai sentiment de manque de confiance des ménages chinois, notamment dans la consommation intérieure, qui est pourtant un des objectifs affichés du pouvoir là-bas. Quel regard vous portez sur la situation, la Chine, qu'on présentait encore sur les dernières années comme la locomotive économique mondiale et puis dont on apprend visiblement à se passer, ou c'est plus compliqué que ça? La Chine reste un contributeur très important à la croissance mondiale. Quand vous avez une économie qui est aussi grosse que la Chine, qui croît à 5%, même si ce n'est pas aussi élevé que ce qu'elle a pu faire par le passé, c'est quasiment la moitié de la croissance globale. Donc il ne faut pas effacer d'un coup de chiffon ce qui se passe en Chine, ça reste très important. Ce qui est sûr, c'est que le ralentissement chinois qu'on a observé depuis plusieurs trimestres, c'est un ralentissement qui est à la fois choisi et subi. Il est choisi parce qu'il y a de cela plusieurs années, la Chine a décidé de dégonfler sa bulle immobilière. Et il y avait effectivement une problématique de bulle immobilière. Et on sait que d'un point de vue macroéconomique, les bulles immobilières sont les plus dangereuses. Et en plus, du point de vue du gouvernement chinois, c'était une bulle spéculative qui collait assez mal avec sa doctrine générale. Donc globalement, il y avait plutôt l'idée de favoriser des prix raisonnables de l'immobilier pour permettre aux épargnants et aux ménages chinois d'accéder à la propriété. Et ça, c'était incompatible avec un phénomène d'accélération à la hausse des prix de l'immobilier. Donc la Chine a tapé très fort.
Forcément, dégonfler une bulle immobilière, c'est compliqué. On l'a vu au Japon, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Europe. Ça arrive régulièrement, ça pèse assez fort sur la croissance. Il faut que l'économie se réorganise. Et la Chine a fait cela à un moment donné où, en plus, on a eu des tensions, des pressions sur l'activité économique globale. Oui. D'accord ? On a eu des tensions un peu spécifiques avec notamment la crise liée à la guerre en Ukraine. Et puis on a eu des tensions un peu plus structurelles qui sont liées aux problématiques de confrontation géopolitique entre les blocs, entre les États-Unis et la Chine, déjà depuis de nombreuses années, mais qui ne sont allées que crescendo. Oui. Okay ? Donc tout ça mis bout à bout, ça crée finalement une pression baissière à la dynamique de croissance chinoise. Le point positif, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on observe des chiffres qui sont un peu de meilleure tenue récemment, c'est qu'on a un banquier central chinois, donc une politique monétaire en Chine, qui est plutôt conventionnelle. Oui. C'est-à-dire le banquier central chinois a des marges de manœuvre pour baisser ses taux afin de soutenir l'activité ou de limiter le ralentissement de l'activité. Et c'est précisément ce qu'il fait. Il fait exactement ce que le banquier central américain ou le banquier central européen faisait il y a encore 10 ans. D'accord ? Ce banquier central chinois, il lui reste des marges de manœuvre et de cette manière-là, il lisse l'activité chinoise. Alors l'économie, c'est une chose, les marchés, c'est autre chose. Ouais, c'est un peu la déprime. Voilà, ouais, il y avait eu un petit rebond et puis il a vite été effacé. Tout à fait. Quand vous parlez de radar, pourquoi est-ce que la Chine est un peu sortie du radar ? C'est que du point de vue de l'investissement, les actifs chinois aujourd'hui sont des actifs qui sentent un peu le soufre. D'accord ? La Chine, du point de vue politique, n'a pas choisi de s'aligner avec les pays développés dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine. On voit bien que les tensions géopolitiques ne font que monter entre la Chine et les autres pays du Sud global et les pays développés. On parle toujours de Taïwan. Hein, voilà, et on parle toujours de Taïwan, exactement. Et donc, si vous êtes aujourd'hui un investisseur américain, il ne faut pas se voiler la face, l'essentiel de l'épargne mondiale aujourd'hui, susceptible d'être investie en Chine ou ailleurs, elle arrive des États-Unis. Si vous êtes un investisseur américain aujourd'hui, aller investir en Chine, c'est presque un acte de foi. D'accord ? Donc, il y a une prime de risque élevée aujourd'hui liée à l'investissement chinois. Il y a relativement peu de flux des investisseurs étrangers. Tout repose sur les investisseurs locaux. Les investisseurs locaux, ils ont à gérer une problématique de baisse des prix de l'immobilier. Ah oui. Donc, ce n'est pas forcément le cadre idéal pour soutenir une hausse structurelle des prix d'actifs en Chine. Bon, ça va prendre un petit peu de temps encore quand je vous écoute. On allait entrer dans la torpeur de l'été. Bon, il y allait avoir les JO à Paris. Et on s'est dit qu'on allait surveiller comme d'habitude les résultats semestriels des entreprises. Et puis patatras, on a eu les élections européennes, la dissolution de l'Assemblée nationale en France. Ça a ramené de la peur et de la volatilité sur les marchés européens, hein, d'ailleurs, pas que sur le CAC 40, parce qu'on a vu une petite contagion. On a le scrutin présidentiel aux États-Unis en novembre. Le risque politique, géopolitique, c'est la composante qu'on surveille dans les mois à venir ou c'est un peu finalement business as usual? J'ai envie de vous répondre business as usual. D'accord. Parce que j'ai presque envie de vous dire, depuis 2016, le Brexit et la première élection de M. Trump à la présidence des États-Unis, depuis, on a enchaîné les crises, on a vu monter ce facteur de risque géopolitique. C'est même devenu un facteur structurel dans la manière dont les marchés aujourd'hui sont valorisés. Et on sait très bien que le risque géopolitique, le risque politique, c'est de la volatilité plutôt de court terme qui a tendance à disparaître dès lors que la situation se clarifie. Oui. Et elle se clarifie en général assez naturellement avec le résultat de l'élection. Il y a un nouvel équilibre qui se met en place et les intervenants de marché ajustent les portefeuilles en conséquence de ce nouvel équilibre et on voit bien qu'à ce moment-là, l'incertitude disparaît. D'accord ? L'incertitude, elle est plutôt en hausse, on va dire un mois et demi avant l'élection, jusqu'à un mois et demi après, et ensuite on passe à autre chose. Bon, il y a eu une exception à ça, c'était la crise grecque, où là on a eu vraiment une surprise de nature géopolitique qui a duré longtemps. Oui. Mais on voit bien que même dans le cadre de la crise russo-ukrainienne, ça a pris quelques mois avant finalement de disparaître un petit peu du radar. Donc c'est traditionnel, on est obligé d'en tenir compte, et on en tient compte autant qu'avant. Ça veut dire qu'il faut travailler sur la diversification des portefeuilles. Mais il ne faut pas construire des portefeuilles uniquement dans la perspective qu'on va avoir des mauvaises surprises sur le facteur politique ou sur le facteur géopolitique. Sinon, c'est un peu comme si vous redoutez une tornade au coin de la rue, vous ne sortez jamais de chez vous et vous n'investissez plus. Or, regardez ce qui s'est passé depuis 5 ans ou depuis 10 ans. Quelle que soit la hausse du facteur de risque géopolitique,
globalement, on a eu des marchés plutôt en hausse. La tornade au coin de la rue. Et si, on va faire un peu de politique fiction, un parti extrême arrive au pouvoir en France, qu'il prend des mesures radicales dans un sens ou dans l'autre, déclenchant une vraie défiance sur l'économie française. Le scénario, je ne vous le fais pas, mais voilà, augmentation des emprunts d'État, peut-être une contagion, une crise de la zone euro, une attaque de l'euro. On parlait de la crise grecque. Est-ce que ce scénario catastrophe, ça vous semble du domaine, je ne veux pas dire du plausible, du possible? Alors, dans l'investissement sur les marchés financiers, il y a ce qu'on appelle le scénario ou les scénarios centraux. Le scénario central ou les scénarios centraux, ce sont les scénarios qui ont des niveaux de probabilité assez élevés, 20%, 30%, 40%. Et à côté de ces scénarios centraux, vous avez ce qu'on appelle les scénarios extrêmes. Ouais. Donc c'est typiquement, J'en ai pris un. C'est typiquement celui que tu viens de décrire. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas construire des portefeuilles dans l'optique de bien se comporter dans le cadre de scénarios extrêmes qui ont des probabilités d'occurrence très faibles. Tout simplement parce qu'on va avoir raison 1% du temps. Donc, quand vous avez raison 1% du temps, vous avez tort 99% du temps. Et quand vous avez tort 99% du temps, vous ne pouvez pas tenir les positions très longtemps. Donc la pratique sur les marchés, c'est plutôt de se dire, on va regarder quels sont les scénarios qui sont les plus probables. Et aujourd'hui, sur la base des sondages, sur la base des enquêtes, le scénario que tu décris n'est pas forcément le plus probable. Mais ce qu'on va faire, c'est que ces portefeuilles qui sont construits pour des scénarios plutôt probables, on va ce qu'on appelle les stress tester. On va regarder comment ils se comportent dans un scénario de stress. Et donc, on va regarder en particulier ce qui se passe si jamais demain, le spread français par rapport à l'Allemagne passe de 80 points de base à 300 points de base. Quel est l'impact sur le portefeuille? Qu'est-ce qui se passe si demain, les financières françaises décrochent de 20 ou 30%? Voilà. Quel est l'impact sur la performance? Donc ça, c'est vraiment la manière dont, déjà nous, on fonctionne chez BlackRock, mais d'une manière générale, l'industrie de la gestion d'actifs fonctionne. L'enseignement de tout ça, c'est que ce travail il est en cours de réalisation partout dans le monde, chez les sociétés de gestion, chez les investisseurs institutionnels. Ce qu'on observe, c'est que cette analyse, elle est nourrie des précédents historiques. On a vu déjà des précédents. On a vu l'élection de Mme Meloni en Italie. On a vu ce qui s'est passé quand Mme Liz Truss en Angleterre a essayé de faire passer un mini-budget. Voilà, un mini-budget, mais qui n'était pas si mini avec que des ça. maxi-conséquences. Voilà, avec des maxi-conséquences, ce qui fait que les choses sont finalement... la tension n'a duré que quelques semaines avant de passer à autre chose. Donc on a des précédents historiques. Il va falloir être capable de résister éventuellement à une hausse de la volatilité, une hausse plutôt ponctuelle. Ce qu'on peut anticiper, c'est qu'à un moment donné, le ressort, la force de rappel, qui permet finalement de revenir à l'équilibre et à une situation qui est plus conforme aux scénarios centraux des investisseurs, fonctionne assez vite. Bon, on regarde maintenant les marchés, forcément. Qu'est-ce qu'on constate? On voit que ça va encore très bien pour les indices américains. On a eu des records, S&P 500, des records pour le Nasdaq. Et puis le CAC 40 qui a presque annulé ses gains depuis le début de l'année. Est-ce que, allez, je ne fais pas de politique, mais est-ce qu'on fait encore de l'America First quand on est investisseur? Moi, j'ai envie de répondre qu'il faut faire de la diversification first. C'est-à-dire que l'enseignement de cette histoire, c'est que si vous êtes investi que sur le CAC, ou si vous êtes investi que sur les financières, ou si vous êtes investi que sur Société Générale pour en nommer une, c'est sûr que ça peut être compliqué quand il se passe un événement qui vient prendre les investisseurs à revers. Et typiquement, la dissolution surprise a été un événement surprise pour tous les investisseurs. Clairement. L'intérêt de la diversification, c'est que vous vous exposez à un ensemble de facteurs de risque qui est très large et concrètement à des chemins à la fois de croissance et de performance qui sont indépendants les uns des autres. Certes, on a une dissolution en France, mais premièrement, ça ne va pas forcément avoir un impact sur l'ensemble de la zone euro, sauf déjà scénario extrême, on va dire, à très faible probabilité. Et de là à ce que ça fasse dérailler la croissance mondiale, il va vraiment quand même falloir s'employer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en pratique, la diversification internationale, c'est ça qui doit rester la clé dans le cadre de la construction de portefeuille. Et d'ailleurs, on voit bien que de ce point de vue-là, quand vous parlez à des investisseurs en fonction de l'endroit où ils habitent, ils n'ont pas du tout la même vision et la même lecture du problème. Si vous parlez à un investisseur français, la première chose dont il va vous parler, c'est qu'est-ce qui se passe le 8 juillet. Si vous parlez à un investisseur américain, à un investisseur japonais, la première question qu'il va vous poser, c'est en gros, qu'est-ce qui se passe et quand est-ce que la situation va se stabiliser? Parce que globalement, les marchés européens, déjà, ce n'est pas beaucoup dans la capitalisation mondiale, c'est 10 à 15% d'un indice mondial d'actions. Le marché français, c'est encore plus petit que ça. Donc, ça reste, j'allais dire, un épiphénomène. Pas vraiment un épiphénomène, mais ça reste quand même quelque chose d'assez marginal dans les portefeuilles globaux. Marginal pour les marchés actions. Si on regarde maintenant du côté du marché obligataire, avec notamment ce qu'on s'est dit sur les politiques monétaires,
conclusions on peut en tirer? Alors déjà, pour les États-Unis, ce qu'on attend, c'est des taux courts et des taux longs qui vont rester sous pression haussière. D'accord. Donc ils sont élevés, ils vont rester sous pression haussière. C'est indépendant de ce qui se passe en zone euro, c'est vraiment spécifique à ce qui se passe aux États-Unis. Il y a beaucoup de croissance et il y a encore trop d'inflation. Ouais, c'est ça, un peu trop d'inflation. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les investisseurs parce que ça veut dire qu'il y a du coupon. On gagne du rendement. On est rémunéré à portée du risque obligataire. Le problème, c'est qu'on n'a plus d'effet de diversification. Globalement, quand les taux montent, les obligations baissent, et quand les taux montent, les marchés d'actions en général sont un peu sous pression. Donc on a moins d'effet de diversification dans les portefeuilles, ce qui signifie qu'il faut repenser un petit peu la diversification traditionnelle, en ayant peut-être un peu moins de marchés obligataires qu'on en avait par le passé, et un peu plus d'autres choses. Autres choses pouvant être un éventail assez large. En zone euro, la situation est un petit peu différente, puisque là on a initié la baisse des taux courts, donc là on s'attend à ce que les taux courts baissent. Et on commence à revoir une forme de différenciation géographique. Parce qu'on a parlé tout à l'heure du spread France versus Allemagne. Ce spread, aujourd'hui, s'écarte. Il se stabilise autour de 80 points de base. On verra où il se situe le 8 juillet, le 10 juillet, le 14 juillet. Mais il embarque en partie les autres pays périphériques. Si vous regardez les spreads Italie, Espagne, ils souffrent un petit peu en sympathie avec ce qui se passe en France. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là encore, c'est une question de diversification. Il faut être investi sur un échantillon assez large. Si vous êtes sur l'Allemagne, finalement, vous bénéficiez d'un phénomène de fuite vers la qualité. Donc vous avez même des taux qui sont des taux longs qui sont stables, voire qui vont pouvoir baisser. Donc vous allez pouvoir même profiter d'une situation de stress ponctuel. Si vous êtes plutôt sur des actifs périphériques, évidemment, là, ce qu'on peut redouter, c'est plutôt d'avoir un phénomène de ce qu'on appelle de tension des courbes, c'est-à-dire baisse sur la partie courte et hausse sur la partie longue, pour refléter la montée des incertitudes. Bon, si on se rajoute à ça, on en a parlé au début, les résultats semestriels au cœur de l'été, on va les avoir fin juillet, début août, avec, tiens, on n'en a pas encore parlé, Nvidia, cette société qui est désormais presque le baromètre presque des marchés américains. Est-ce qu'on redoute d'ailleurs ces résultats et plus généralement le poids qu'a pris désormais Nvidia, même si ça a un petit peu rebaissé, plus de 3 000 milliards de dollars de capitalisation. Aujourd'hui, il y a 3 valeurs dans ce club des 3 000 milliards. Vous avez Apple, vous avez Microsoft, vous avez Nvidia. Juste pour préciser les idées, on parlait tout à l'heure de performance, et les marchés d'actions se sont très bien comportés depuis le début de l'année, les marchés américains en particulier, 15%. Un tiers de cette hausse, c'est Nvidia, à elle toute seule. Donc Nvidia aujourd'hui, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Donc, évidemment, dès qu'il y a le moindre doute sur la dynamique de croissance des résultats de Nvidia, ça va avoir un impact déjà sur Nvidia en tant que tel, qui est en hausse de 140% depuis le début de l'année. Ça va avoir un impact sur le secteur des technologiques en général, donc sur le Nasdaq, et ça va avoir un impact sur le S&P, puisque le S&P profite en grande partie de ce qui se passe sur Nvidia. Donc oui, il va y avoir une énorme attention sur la publication de résultats de Nvidia, sachant que de trimestre en trimestre, les marchés redoutent des mauvaises surprises. Il n'y en a pas. Et de trimestre en trimestre, Nvidia délivre au-delà des attentes, avec de la surprise positive. Jusqu'à présent, ça se passe très bien. On va voir si ça se passe à nouveau très bien sur ce trimestre. À un moment ou un autre, on finira par avoir des déceptions, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a ce qu'on appelle une méga force, c'est une tendance structurelle qui est très forte et qui soutient une dynamique de croissance exceptionnelle pour cette valeur. Ce qui fait que petit à petit, vous avez des investisseurs qui n'y croyaient pas et qui se mettent à y croire. Il y a une forme de consensus qui se forme de manière presque unanime. Oui, c'est ça, c'est presque de l'unanimité sur Nvidia. Exactement. Ce qui veut dire qu'évidemment, il faut regarder ce qui se passe du côté de Nvidia, mais il faut aussi regarder ce qui se passe hors Nvidia. Et par exemple, le S&P 500, vous avez Nvidia d'un côté, vous avez 499 valeurs de l'autre. En tout, vous avez 11 secteurs dans le S&P 500. Ce qu'il faut finalement regarder, c'est dans quelle mesure, une fois qu'on a sorti Nvidia, le reste se porte plus ou moins bien. Et aujourd'hui, l'anticipation du consensus, c'est qu'on va avoir une belle croissance des résultats aux États-Unis dans l'ensemble. Vous allez avoir 9 secteurs sur 11 qui sont attendus en progression au niveau des résultats. Vous devriez avoir 4 secteurs sur les 9 qui sont en progression à 2 chiffres. Donc aujourd'hui, vous avez un niveau d'anticipation qui est quand même plutôt globalement positif sur les valeurs américaines. On va voir si ça se passe comme attendu.
L'anticipation, c'est quand même plutôt qu'on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises sur cette séquence de publication trimestrielle. Bon ben voilà, pas de mauvaise surprise, la méga force de Nvidia et la méga analyse économique d'Henri Chabadel pour ce second semestre. Merci beaucoup Henri. Merci Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.